Vivre ou survivre, on pense souvent, nous, occidentaux, comme ça, aventuriers à la survie. Et en fait, le but de Gilles Elkaïm, il nous l'a dit ce soir à plusieurs reprises, c'était d'essayer de vivre dans ces conditions extrêmes, tout simplement parce qu'il y a des hommes qui vivent là, que ce soit les éleveurs nénètes qu'on a vu tout à l'heure, ou à l'instant ces hommes de la mer polaire qui vous ont accompagné aussi tout au long de votre voyage. Est-ce qu'ils vous ont appris quelque chose? Évidemment, ces peuples étaient mes professeurs, et si je m'étais donné du temps pour faire ce voyage, c'était justement pour aller à la rencontre de ces peuples qui m'ont tout enseigné finalement. Ils m'ont enseigné à chasser, à pêcher. Bon, les chiens de traîneau, c'est un petit peu différent puisqu'on les utilise plus beaucoup dans l'Arctique sibérien. Là, c'était l'école Esquimau du Groenland. Ils m'ont surtout appris à rester humble, je crois. Alors c'est une belle phrase que ne démentira pas notre invité que je vais vous présenter maintenant, c'est Jean-Louis Etienne. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Et merci de passer la tête dans cette soirée sous le signe de la nuit polaire et des glaces, du vent, du froid, parce que vous, si on dit Spitzberg, on dit Groenland, ça va, vous connaissez, on dit pôle Nord, vous connaissez, pôle Sud également, Clipperton, cherchez l'erreur. ça a été, c'est la dernière aventure une parenthèse polaire. Une parenthèse tropicale. Tropicale en fait. Oui. Vous avez, quand vous êtes parti pour cette grande aventure qui fait que tout le monde a su qu'un homme était parti 63 jours à pied pour atteindre le pôle et qu'en plus c'était un Français, ce qui vous avait beaucoup plaisir. Est-ce que vous étiez renseigné auprès des Inuits, par exemple, pour vous donner des conseils? J'étais parti de Resolute Bay, donc qui est un village où il y a une base moderne, mais aussi il y a un village inuit qui est à côté, donc j'habitais là. Ils s'en foutent du pôle Nord. C'est un peu comme l'Everest et les porteurs. Maintenant, bon, c'est leur travail, si vous voulez, mais avant, on n'avait rien à faire là-haut. Ce qui intéresse les Inuits, c'est le terrain de chasse. Bien sûr. Donc, aller sur la banquise, effectivement, mais à proximité de l'habitat pour revenir ensuite. Donc, le pôle Nord, c'était un point perdu au milieu de l'océan gelé, donc ça les intéressait pas. Je m'étais rapproché d'eux aussi pour les vêtements. Et en fait, ce sont des vêtements qui sont lourds quand on marche tous les jours, qui était peut-être pas tout à fait adapté. Ce que j'avais adopté d'eux, c'était le tapis de sol en une peau de renne. En fait, ça protège très très bien. Ouais. Mais alors le problème, c'est qu'on passe sa journée, le soir, quand on est sous le tas, on a des poils tout le temps dans la bouche, partout. Ça perd ses poils, et ils ne les traitent pas, quoi. Hein. Oui. Donc c'est très très chaud, et on passe son temps à ça. Donc le matériel qu'ils avaient, en fait, n'était pas tout à fait adapté au mien. Il y a une autre question qu'on se pose, je vous pose la question à tous les deux, parce que je sais que vous avez des réponses, ne serait-ce que parce que vous avez écrit tout un livre sur ce sujet, Jean-Louis Etienne, le pôle intérieur. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête au fil d'une aventure comme celle-là, que ce soit les 63 jours où vous avez vécu de très nombreux jours et semaines dans cet univers-là, Jean-Louis Etienne, et vous, ça a duré 4 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête? J'en profite pour dire toute l'admiration que j'ai pour Gilles et l'appétit que j'ai pour ce qu'il a fait. Parce que il est parti sans notion de temps. Ça, c'est un luxe. Quand on a un temps infini, de se dire... Je peux rester là des années, j'ai relativement appris mon autonomie, ça c'est le luxe suprême. Ouais, il avait prévu 3 ans, il est resté 4 ans. Oui, donc j'ai beaucoup d'admiration et même d'envie en même temps pour ce luxe qui est le temps. Ouais. Moi j'avais un temps qui était imparti. Quand on va au pôle Nord, on part à la fin de la nuit polaire, donc début mars, et il faut arriver sur ce point immatériel qui est l'axe de rotation de la Terre, début mai, vers le 10-15 mai maximum, parce qu'après il y a la débâcle, on ne peut plus progresser. Donc j'avais un temps qui était imparti. Et donc je me suis battu au début contre ce temps qui me crispait en fait. Donc on ne pense qu'à ça, quoi. On pense un peu qu'à ça. Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que je peux marcher? Et je me rendais compte que je n'avançais pas. Je voulais abandonner tout le temps, puis je me disais, attends, j'y vais encore. Et donc j'ai mis du temps à devenir polaire normalement, en marchant tous les jours, en faisant mes 15-20 km par jour. Il m'a fallu du temps pour me déshabituer du monde, parce que j'avais pas énormément de temps pour le faire. Ouais. Et vous, Gilles? Oui, la différence avec Jean-Louis, c'est que Jean-Louis était sur une expérience sportive et extrême, et il ne pouvait pas se permettre de chasser, de perdre du temps pour trouver sa nourriture. Moi, j'avais un terrain de chasse et je m'en servais,
Et pour cette raison, on me dit souvent, mais Gilles, pourquoi t'allais si lentement? Mais je n'avais pas l'impression d'aller lentement. J'avais vraiment l'impression de pousser au contraire au maximum pour avancer le plus vite possible. Il fallait aussi trouver de nourriture pour vous, la pour les différence, chiens. Voilà, c'est que il fallait que je trouve ma nourriture, soit par la chasse, soit par la pêche, mais pas seulement. Est-ce que ça veut dire à ce moment-là qu'on pense à rien? Pendant une année, je dirais qu'on repasse le fil de sa vie. Alors, le film, il est bon parfois il est médiocre. Ouais, c'est mauvais mais pour le moral, même les meilleurs films, autrement dit les meilleurs souvenirs, eh bien, ils passent à l'usure. Hein. Lorsque vous avez vu un très bon film X fois, peut-être que vous l'appréciez pas autant que la première fois. Donc, peu à peu, au fil du parcours, au bout d'un an, eh bien, on commence à larguer tout son bagage. On se dépouille du passé. Voilà. Et on vit à sec de pensée, je vais dire. C'est-à-dire qu'on vit au présent, presque à 100%. Et c'est ça le luxe pour moi. Le milieu polaire impose l'action. Et donc lorsqu'on est dans l'action et dans le présent uniquement, vraiment, on vit à 100% Parce que sur le terrain. Tu as raison, j'étais parti dans quelque chose qui était sportif, aller atteindre le pôle Nord, donc c'est comme on atteint un Everest, une montagne. Et on part donc avec des mobiles d'occidentaux. Je disais tout à l'heure, ils n'ont rien à foutre du pôle Nord. On a des mobiles d'occidentaux, de vouloir y arriver, d'être meilleur, d'être le premier qui, etc. Et en fait, tout d'un coup, le mur polaire du froid et de tout s'impose à vous. Vous êtes néophyte complètement. Néophyte complètement. On dit, mais qu'est-ce qui m'a pris, quoi? Qu'est-ce que j'ai inventé? Et en fait, une envie de se carapater, et comme on est très orgueilleux de se dire, si je pouvais me casser une jambe, un truc qui fait que je revienne avec quand même le héros, quoi. Hein. Sinon, le mec, il dit, c'est trop froid, j'ai abandonné, je me suis trompé. C'est nul, on peut pas le faire. Et il faut ce temps, en fait, du temps pour se déshabituer des faux mobiles, en fait, pour devenir toucher ce qui était le rêve originel qui faisait qu'on a été là, quoi. Alors, je voudrais pas casser l'ambiance, mais il y a une question qu'on peut pas ne pas poser dans une soirée comme celle-là, parce que tous ceux que on entend ce soir, et vous aussi, à un moment, vous êtes passé très près, vraiment, de l'accident fatal. On pense toujours, c'est l'angoisse, tomber à l'eau et s'en sortir. Donc, on prépare son équipement, on invente un petit peu des techniques, mais avant de l'avoir vécu, on ne sait pas ce que c'est. Et je dirais que la qualité d'un explorateur, c'est d'improviser. Parce que vous tombez à l'eau, mais ça dépend. Vous tombez à l'eau au printemps, il n'y a pas de souci. Vous tombez à l'eau lorsqu'il y a du vent et qu'il fait moins 45 degrés. On tombe jamais à l'eau, ça n'a rien, quand il faut. On tombe ça n'a rien à voir. Donc, on choisit pas. Vous êtes tombé à l'eau quand il fallait pas non plus. Oui, c'était en fin de journée. Fatigué, je cherchais un coin pour monter la tente. Il fallait que je traverse une zone qui était très fine, quoi. Hein. Donc j'ai commencé, ça faisait un peu trampoline, comme ça, je sentais que la croûte, Puis à un moment donné, j'ai dégrafé le traîneau, j'y suis allé. Et là, j'ai eu cette espèce de réflexe de me coucher et de ramper. Et puis après, là, pour le coup, c'est la survie, quoi. Mais le lendemain, on se dit, on continue quand même. Ah oui. Oui. Je voudrais ajouter juste une toute petite chose, avant qu'on se quitte avec Jean-Louis Etienne, c'est que vous partagez deux choses ensemble, certainement. C'est l'envie de transmettre, et notamment transmettre aux jeunes et aux enfants. Vous l'avez fait dans vos expéditions respectives, grâce aux moyens techniques qu'on a actuellement. Et puis aussi, c'est d'associer peut-être un but scientifique à vos expéditions. On va pas développer ça, mais je voulais simplement le dire. Et la toute dernière chose, c'est que si on doutait du fait que ce que vous avez fait était tellement difficile que vous dites une fois suffit, on va vous retrouver bientôt, mais cette fois dans les airs au-dessus du pôle Nord. Jean-Louis Etienne. Oui, l'idée c'est de mesurer l'épaisseur de la banquise. Donc j'avais imaginé avec un dirigeable faire des sauts de puce, perforer, regarder. Et puis entre-temps, je me suis rendu compte on m'a informé que les Allemands de l'Institut Alfred Wegener, qui est l'Institut polaire allemand, ont un appareil qui mesure instantanément l'épaisseur de la banquise. Ils l'ont mis au point sous un hélicoptère. Et donc je me dis, mais le dirigeable est un outil formidable pour sillonner l'immensité de l'océan. Donc c'est l'objet de l'expédition en 2007 et on reviendra avec l'épaisseur de la banquise. Voilà. Donc dans un an, rendez-vous au-dessus du pôle Nord, dans un ballon. Merci beaucoup Jean-Louis Etienne d'être venu ce soir. Je dirais pas vous chauffer à notre feu de bois, mais vous chauffer peut-être à nos images aussi. Et on va retrouver les images de Gilles El-Kaïm. Et cette fois-ci, on a entendu des hommes jusqu'à présent. Maintenant, on va entendre le point de vue des chiens. Nous arrivons au terme de cette émission spéciale, de cette nuit polaire, qui nous a permis de comprendre quel avait été le quotidien de Gilles El-Kaïm. Mais pour vous, Gilles, vous avez revécu les grands moments de cette aventure. Et moi, j'ai en fait une question à vous poser, qui est vraiment sincère. C'est quand on a mis le point final à ces 4 années qui ont été extrêmement mouvementées, où vous avez eu des doutes. Est-ce que je vais arriver au bout? Puis vous êtes arrivé au bout. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Est-ce qu'on peut se réadapter? Non, mais il n'y a pas de bout.
déjà. Il y a un bout géographique, cet alibi géographique qu'on s'est imposé pour qu'on ait un itinéraire. Sinon, on ne sait plus trop où on va. Je dois dire que j'ai parfois voyagé en vagabond sans me donner d'itinéraire. Et je m'apercevais que je n'allais nulle part. Donc c'est important tout de même de garder un cap. Mais est-ce qu'on va au bout? Mais au bout de quoi? Au bout de sa vie? Certainement pas. C'est un choix de vie, un bout de vie que j'ai vécu dans l'Arctique. Et je suis prêt à y retourner, évidemment, puisque ma vie, elle est dans le Nord avec mes chiens. Et je ne pense pas qu'on mette un terme à une aventure. Je la vis au travers d'un livre que j'ai écrit, au travers des films, au travers des conversations. Qui est préfacé d'ailleurs par Jean Mallory, il faut le préciser. Jean Mallory, Les Derniers Rois de Thulé, enfin... la Bible de l'Arctique, on peut dire. La Bible de l'Arctique, le pape de l'Arctique qui vous a fait la préface. Donc vous voulez dire que le voyage physique, il est terminé. Il n'y a pas de terme, non. Mais le voyage... Ça serait triste. Dans la tête, il est loin d'être terminé, en fait. Lorsqu'on rentre, déjà, je me suis posé la question, notamment au bout de 3 ans de voyage, est-ce que je vais rentrer? Et au bout de 3 ans, j'étais certain de ne pas rentrer. Je me suis dit, c'est pas possible, je ne me réadapterai jamais. Comment rentrer? Mais vers quoi? De toute façon, je n'ai plus rien. J'ai tout vendu, mes amis, se sont éloignés de moi, j'ai une famille, des chiens de traîneau, ma place est ici, je ne vais pas rentrer. Et la dernière année, je me suis vraiment reposé cette question et je me suis dit, mais si je ne rentre pas, toute cette expérience vécue quelque part, est-ce que je ne vais pas le perdre? Est-ce qu'il ne faudrait pas le mettre en forme? Autrement dit, en fait, faire un compte-rendu. Finalement, lorsqu'on est explorateur, on l'est explorateur, lorsqu'on fait un compte-rendu d'exploration. Sinon, l'exploration n'a pas lieu d'être. Donc je suis rentré pour cette raison, mais je suis en transit, en attente d'un autre départ, évidemment. Et d'un autre départ, vers le froid, vers le vent, vers la glace? Eh bien, ou comme Jean-Louis Etienne, finalement, il a fini à Clipperton. Enfin, il a fini. Il s'est arrêté à Clipperton avant de repartir vers les glaces. Lorsqu'on a des chiens de traîneau, la destination, elle est toute désignée. C'est toujours le Grand Nord ou le Grand Sud, autrement dit le froid. Donc, je vais repartir de mon point final. Vous l'avez dit, le détroit de Bering, partir du détroit de Bering, traverser ce détroit en kayak et traverser l'Arctique américain, autrement dit, continuer le chemin de l'homme finalement, puisque c'est par ce détroit de Bering que les hommes ont peuplé le continent américain. Et ces hommes qui sont arrivés jusqu'au Groenland et qui ont peuplé le Groenland, ce sont ces... Vous partez quand 2007. Ah bon, d'accord, je croyais pas. Mais il faut attendre que les chiens grandissent, les chiots, puisque mes chiens Arctica de cette expédition seront trop vieux. Malheureusement, il y aura des petits pouchocs et des petits coulas pour assurer ce trajet-là. Je vous remercie beaucoup, Gilles El-Kaïm, parce que d'abord vous nous avez fait rêver. Vous avez fait rêver des enfants aussi, on l'a pas trop dit, mais au cours de ce voyage, vous étiez en contact avec des classes. Vous aviez aussi un aspect scientifique dans cette expédition, donc vous aviez déjà transmis, n'est-ce pas? Maintenant, il reste ce livre, Arctica, donc on vient de citer. Il reste aussi un site internet que je voudrais simplement signaler à ceux qui regardent ce soir Voyage. C'est www.arctica.org. Pour éventuellement revenir sur tel ou tel détail de cette aventure qui a duré 4 ans. Et je vous remercie aussi parce que finalement, vous et tous les invités qui nous ont rejoints ce soir, nous avons fait mentir une formule que je déteste. Quelquefois, on dit des aventuriers que ce sont des conquérants de l'inutile. Et je crois que là, on a compris que c'était pas si inutile que ça. Donc, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à vous remercier encore une fois, à vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël. Et souvenez-vous que le Père Noël habite en Laponie et que c'est en tout cas tout le bonheur que je vous souhaite. Il vous apporte beaucoup de choses avec son traîneau tiré par des rennes qui appartiennent peut-être aux nénettes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bon vent. Continuons à rêver.